On se plonge aujourd'hui dans une histoire, c'est un véritable thriller politico-financier en fait. Absolument. Imaginez un peu, hein. On est entre novembre 2020 et janvier 2021. Et là, l'un des hommes les plus riches, les plus extravertis de Chine, Jack Ma. Le fondateur d'Alibaba. Exactement. Il disparaît complètement des radars. Alors que c'est un showman, une vraie rockstar de la tech. On l'a vu chanter sur scène, danser du Michael Jackson devant des milliers d'employés. Et là, plus rien, silence total. Et le monde entier se demande, mais il est en prison. Pire, qu'est-ce qui s'est passé? Et cette disparition, c'est bien plus qu'une anecdote de milliardaire. C'est une fenêtre, en fait, sur la dynamique de pouvoir la plus cruciale de notre époque. Laquelle? La relation entre le capital, l'ambition personnelle et le contrôle absolu du Parti communiste chinois. Pour décortiquer ça, on s'appuie sur une analyse très fine de la chaîne YouTube Hard Disk. Notre mission, donc, c'est de comprendre comment un type qui était l'incarnation du miracle économique chinois, un ambassadeur de son pays, est devenu un problème à effacer. C'est ça. Où est la ligne rouge? La ligne à ne jamais, jamais franchir en Chine quand on devient trop gros, trop visible. Et pour comprendre ça, il faut revenir au début, parce que son parcours est assez fou. Son ascension est aussi improbable que sa chute a été brutale. Ce n'est pas du tout l'histoire classique du petit génie de l'informatique, hein. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est né en 1964 à Hangzhou, famille modeste, parents artistes, musiciens, conteurs. Ce qui explique sans doute son talent pour le storytelling. Sûrement, mais son parcours scolaire, c'est une suite d'échecs. Il rate 2 fois l'examen d'entrée à l'université. En maths, il était très mauvais. Recalé de l'école de police. Et la meilleure, c'est KFC. Il s'installe dans sa ville, il postule. 24 candidats. 23 sont pris. Et il est le seul à être refusé. C'est dingue. C'est une anecdote qu'il adore raconter et c'est fondateur. Ça construit ce mythe de l'outsider, du persévérant. Ce qui va le sauver, en fait, c'est l'anglais. Mais il ne l'apprend pas à l'école. Non, pas du tout. Il traîne près des grands hôtels. Et il propose aux touristes de leur servir de guide, gratuitement. Juste pour pratiquer la langue. Et c'est là qu'il s'ouvre au monde. Exactement. Il développe une perspective que les Chinois de sa génération n'avaient absolument pas. Et cette ouverture, elle va mener à un déclic. On est en 1995. Il part aux États-Unis, à Seattle. Pierre, Chine. Et là, Rien. Le vide absolu. 0 résultat. et ça, pour lui, c'est une révélation. Il faut imaginer le contexte de 95. Hein. En Chine, Internet, ça n'existe pas. C'est un truc lointain pour quelques universitaires. Et lui, il comprend que son pays, qui est en train de devenir l'usine du monde, est invisible sur ce nouveau réseau. Il rentre donc avec une seule idée en tête. Créer une présence en ligne pour les entreprises chinoises. Il lance un premier projet, China Pages, une sorte d'annuaire en ligne. Et c'est un échec total. Pourquoi? Alors, pour 2 raisons. La première, il est beaucoup trop en avance. D'accord. Les entreprises chinoises n'ont pas d'ordinateur, encore moins Internet. Il vend un service dont personne n'a voit l'utilité, quoi. Et la deuxième raison, La deuxième, et c'est la plus importante, c'est qu'il se retrouve face à une entreprise publique, Hanzhua Telecom, qui lance un projet similaire. Et face à un mastodonte de l'État, il n'a aucune chance. et là, il apprend sa première grande leçon sur le business en Chine. C'est ça. Il en tirera cette phrase célèbre qu'il répétera souvent. Soyez amoureux de votre gouvernement, mais ne vous mariez pas avec. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut comprendre que l'État est partout. C'est un partenaire, un client, un concurrent. Il faut avoir de bonnes relations, être loyal. Mais, Mais garder ses distances. en 19, il retourne chez lui, à Hangzhou. Il réunit 17 amis dans son petit appart. Et il leur présente son nouveau projet Alibaba. Alibaba. L'idée, c'est de connecter les fabricants chinois avec le reste du monde. Et là, le timing est parfait. Absolument parfait. La Chine entre à l'OMC, l'économie explose dans les années 2000. Et le Parti communiste a besoin du secteur privé pour créer des emplois, pour financer tout ça. Alibaba devient le symbole de cette nouvelle Chine. Le succès est fulgurant. Tellement que ça attire les investisseurs étrangers, comme le japonais SoftBank ou l'américain Yahoo. En dire. Mais ça crée un énorme problème. Ces investisseurs deviennent majoritaires. Jack Ma risque de perdre le contrôle. Et c'est là qu'il va faire un coup de maître. Un coup de génie, ou d'une audace folle, c'est selon. Dans Alibaba, il y a une filiale qui monte, Alipay, le système de paiement. Le futur du groupe. Exactement. Et en 2011, en secret, sans rien dire à ses actionnaires, il va faire une restructuration. En gros, il sort Alipay du groupe Alibaba et il en transfère la propriété à une autre boîte, une boîte qu'il contrôle lui.
personnellement. Attendez, c'est dingue. Il a littéralement piqué le joyau de la couronne pour se l'approprier. C'est exactement ça. Mais comment c'est possible? Yahoo, SoftBank, ils ont dû hurler. Ils ont hurlé, évidemment. C'était une crise majeure. Sauf que Jack Ma avait un argument imparable en Chine, le patriotisme. C'est-à-dire? Il a expliqué que la Banque centrale chinoise n'accorderait jamais de licence de paiement à une entreprise contrôlée par des étrangers. Donc, en nationalisant Alipay, il a prétendu qu'il sauvait l'entreprise. Un coup de poker. Un coup de poker incroyable. Et une partie du gouvernement a adoré ça. Il est passé pour l'entrepreneur loyal qui a roulé les Américains pour garder un actif stratégique en Chine. Et là, c'est le début de la lune de miel avec le pouvoir. La lune de miel totale. Il devient l'enfant chéri du régime, le symbole de l'innovation qu'on exhibe. Le sommet, c'est 2015. Il accompagne le président Xi Jinping en visite officielle aux États-Unis. On le voit partout, d'égal à égal avec les grands patrons américains. Il est intouchable. Il est au sommet du monde. Et c'est souvent là que les problèmes commencent. Où est-ce que ça commence à craquer? Ça craque avec le succès. La confiance devient de l'arrogance. Le premier incident, c'est un rapport d'un régulateur. Oui. Un rapport qui affirme que, en gros, les 2/3 des produits vendus sur sa plateforme Taobao sont des contrefaçons. Ah oui, c'est un secret de polichinelle, mais là c'est écrit noir sur blanc. Exactement. Et sa réaction est très agressive. Il nie tout. Puis, voyant que ça ne marche pas, il change de stratégie. Il ne passe pas par les voies officielles. Non, il fait quoi? Il prend son jet privé, il s'envole pour Pékin et il obtient un rendez-vous avec le supérieur du fonctionnaire qui a sorti le rapport. Pour, je cite, « régler les tensions ». Et quelques jours plus tard, le rapport a disparu du site du régulateur. L'affaire est étouffée. Donc il a gagné, il a montré sa puissance. C'est une victoire à la Pyrrhus. Parce que dans l'opinion et dans l'appareil d'État, l'image qui reste est désastreuse. C'est celle du milliardaire arrogant qui se croit au-dessus des lois. Il commence à incarner les dérives que le parti prétend combattre. Précisément. Il devient un problème. Et est-ce qu'il y a un moment de bascule? Un moment où il dépasse vraiment les bornes? Oui, très clairement. C'est en 2018, au Forum économique de Davos. L'année d'avant, il avait été vexé de ne pas être invité à un grand dîner de la tech en Chine. Et il l'avait dit à la presse, « Si je voulais, je pourrais inviter les gens les plus puissants du monde à ma table. » Et à Davos, il le fait. Il le fait. Il organise un dîner fastueux avec des rois, des premiers ministres comme Justin Trudeau, des milliardaires comme Bill Gates. C'est lui, la star. Et la com d'Alibaba inonde les réseaux sociaux de photos. Le message est affant. Je ne suis pas juste un patron chinois, je suis une puissance mondiale. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a un absent de marque à sa table. Et ce n'est pas un oubli. Non. Au même moment à Davos, il y a la délégation officielle chinoise menée par le vice-premier ministre Liu He, le bras droit de Xi Jinping. Jack Ma, non seulement ne l'invite pas, mais il organise son propre sommet et il éclipse complètement la présence de son propre gouvernement. C'est un affront public. D'une violence inouïe. Pour le parti, le signal est clair. Ils ont un électron libre, un citoyen chinois qui se comporte comme un chef d'État, qui a son propre réseau diplomatique. C'est intolérable. Et à partir de là, tout change pour lui. La méfiance s'installe. Ses voyages sont surveillés. Il doit faire des débriefings à chaque retour. Le piège se referme. Et en même temps, le climat politique en Chine se durcit. Radicalement. Xi Jinping a consolidé son pouvoir. Il lance de grandes campagnes comme la prospérité commune, qui est en fait un moyen de reprendre le contrôle sur les milliardaires jugés trop puissants. Le gouvernement prépare aussi des règles beaucoup plus strictes pour la finance en ligne, le cœur de l'empire de Ma. Logiquement, il devrait faire profil bas, sentir le vent tourner. Mais il va faire tout le contraire. Il choisit l'affrontement. Le 24 octobre 2020, à Shanghai, devant tous les plus hauts régulateurs financiers du pays, il monte sur scène. Et il prononce un discours incendiaire. Ce n'est pas un dérapage? Non, il lit ses notes. Tout est calculé. Il accuse le système financier chinois d'être vieillot, géré par un club de vieillards, et il reproche aux régulateurs de freiner l'innovation. C'est une déclaration de guerre en fait. D'un suicide en direct. Il humilie les gens qui décident de son avenir. Et la réaction est foudroyante. Moins de 2 semaines plus tard, l'introduction en bourse de sa société Ant Group. Qui devait être la plus grosse de l'histoire. 27 milliards de dollars. Elle est annulée 48 heures avant. L'ordre viendrait directement de Xi Jinping en personne. Et juste après, il disparaît? Il disparaît. 88 jours. Plus de son, plus d'images. Et quand il réapparaît en janvier 2021, c'est dans une petite vidéo préenregistrée. Il visite une école, il a l'air... méconnaissable.
Amaigri, le visage fermé, il a perdu toute son exubérance. Le message est passé, il a été neutralisé. C'est une histoire vertigineuse, mais est-ce que c'est un cas isolé, lié à sa personnalité, ou est-ce qu'un schéma? C'est clairement un schéma. Le cas de Jack Ma est le plus spectaculaire, mais il est loin d'être le seul. On a vu la même méthode appliquée à d'autres. On pense à l'actrice Fan Bingbing, en 2018. Exactement. Une des actrices les plus célèbres au monde. Accusée de fraude fiscale, elle disparaît pendant 3 mois. En fait, elle était en surveillance résidentielle, une sorte de détention au secret. Et à sa réapparition, elle publie une lettre d'excuse. Une lettre très orchestrée, oui. Elle se dit honteuse et coupable et termine par une phrase qui dit tout. Sans le parti et l'État, il n'y aurait pas de Fan Bingbing. C'est une allégeance forcée, une humiliation publique. Et plus récemment, le cas de la joueuse de tennis Peng Shuai. Là, c'est encore différent, ça touche au cœur du pouvoir. En 2021, elle accuse un très haut dirigeant, à la retraite, d'agression sexuelle sur Weibo. Son poste est effacé en quelques minutes, et elle disparaît. Mais oui, mais là, la pression internationale a été énorme. La WTA, l'Association mondiale de tennis féminin, a annulé tous ses tournois en Chine. Ça a forcé les régimes à la faire réapparaître dans des mises en scène un peu maladroites. Mais elle n'a jamais pu s'exprimer librement depuis. Non, sa liberté reste très contrôlée. Donc, qu'on soit un mania de la tech, une star de cinéma, une championne, le message est le même. Le message est d'une clarté brutale. La richesse, la célébrité, ça ne protège de rien. Au contraire, ça vous rend plus suspect. Personne, absolument personne, ne doit constituer une source de pouvoir ou d'influence qui échappe au contrôle total du parti. Donc, si on résume, le succès en Chine est conditionnel. On peut s'enrichir, innover, tant qu'on sert les intérêts de l'État et qu'on reste à sa place. C'est ça. Le pacte, c'est « vous pouvez devenir riche, mais pas puissant ». Mais si on pense que son succès donne une voix indépendante, on devient une menace. Exactement. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Cette mise au pas s'est accompagnée d'un durcissement réglementaire qui a freiné l'innovation dans la tech chinoise. La question c'est, dans ce nouveau climat de contrôle, quel est l'avenir de l'ambition, de la prise de risque en Chine? Est-ce que le prochain Jack Ma osera seulement exister?